Donc voilà, bienvenue dans cette présentation sur la prévention des troubles de calcul et en particulier comment intervenir en maternelle. Donc c'est important comme question parce qu'en fait, des difficultés d'apprentissage en mathématiques, ça existe et c'est pas rare. Ici, je vous cite deux études, mais il y en a eu beaucoup d'autres. En Israël, une étude de Grotztour qui a testé plus de 3000 enfants et qui repère sur ces enfants de 10 ans que 6,5% répondent aux critères de dyscalculie. En Belgique, ici, dans une étude un peu plus récente sur près de 4000 enfants, De Soet repère que plus de 7% des enfants de CE2 et 6% des enfants de CM1 répondent aux critères de dyscalculie. Donc en fait, la dyscalculie est aussi fréquente que la dyslexie. C'est un problème qui est très impactant. D'abord, ça va impacter au niveau de la réussite scolaire, bien sûr, et ensuite, bah, les personnes vont avoir une diplomation différente, moins d'opportunités professionnelles, un salaire généralement plus bas et un bien-être financier plus faible. Et dans ces études, quand on compare l'impact, d'une difficulté, de numératie, donc d'une difficulté dans le calcul et le traitement des nombres versus une difficulté de littératie, donc de lecture, eh bien, on voit que l'impact est encore plus important pour, le faible niveau de numératie. Alors dans cette étude, dans cette présentation, je suivrai le plan suivant. Je vais d'abord regarder qu'est-ce qui prédit les capacités mathématiques. Est-ce que c'est l'environnement familial, des facteurs cognitifs généraux, des compétences numériques précoces? Qu'est-ce qui prédit les capacités mathématiques ultérieures? Et puis à partir de là, ben, comment repérer les enfants à risque? Mais là, ce sera assez court. Et puis surtout, je vais axer ma présentation sur comment intervenir. Et en particulier, regarder est-ce qu'il s'agit d'agir sur les fonctions cognitives générales qui sont liées au développement numérique ou est-ce qu'il faut agir sur les compétences numériques. Alors, différentes études se sont penchées sur l'effet de l'environnement familial, d'autant plus qu'on est chez des enfants de maternelle, donc des petits-enfants. Euh, à titre d'exemple, je vais présenter l'étude de l'ERL en 2020, qui suit une cohorte de 554 enfants, d'abord à l'âge de 3 ans et 9 mois jusqu'à l'âge de 13 ans. Alors ils vont regarder, quand les enfants sont petits, l'environnement d'apprentissage à la maison. Ils vont regarder est-ce qu'il y a, beaucoup d'activités formelles de ce qu'on appelle littératie, comme réciter les lettres de l'alphabet avec son enfant. Des activités formelles de numératie, comme on apprend les nombres à l'enfant, les chiffres. Est-ce que ces enfants sont exposés à des livres? Est-ce que l'enfant a des livres à la maison? Est-ce que vous lisez des livres à la maison avec vos enfants? On va aussi mesurer la qualité des interactions parents-enfants, en termes aussi de type de langage qu'il utilise, par exemple lorsqu'il lit un livre avec son enfant. Et aussi en mathématiques, on va observer des interactions et des activités de comptage, de comparaison, et cetera, de description de l'espace et on va regarder comment les parents parlent à leur enfant. Et puis, ils vont mesurer les capacités de lecture, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais surtout de mathématiques quand les enfants ont 13 ans. Et ils vont voir que 2 facteurs prédisent les mathématiques à 13 ans. L'exposition aux livres, est-ce qu'il y a des livres à la maison? Est-ce que les enfants ont accès aux livres? Et la qualité des interactions parents-enfants autour des mathématiques. Donc on voit que c'est quelque chose qui joue, mais en réalité, quand on regarde de nombreuses études sur le sujet qui, mesurent l'environnement mathématique à la maison, ici c'est une méta-analyse, donc c'est un résumé de plein d'études. Ils vont voir qu'il y a une corrélation significative entre cet environnement maths à la maison, comment je joue avec l'enfant, avec des jeux mathématiques comme un jeu de loi, je fais des puzzles avec lui, je compte, je calcule, et cetera, et les performances en mathématiques. Cette corrélation est significative, mais elle est très, très modérée. Elle explique 2 de la variance, 2 des différences entre les enfants, donc c'est très, très peu. Par ailleurs, cette corrélation est plus forte pour les enfants de maternelle que ceux de primaire ou de secondaire, donc c'est vrai que c'est
quand ils sont petits que l'influence familiale est plus grande et elle est plus forte pour les activités de mathématiques formelles, donc comme je vais compter avec mon enfant, je vais calculer plutôt que des mathématiques informelles comme on va cuisiner ensemble, voilà. Et ce qu'on appelle les math talk, donc la capacité des parents à parler avec l'enfant avec un langage mathématique, de dire les nombres, de dire il y a plus, il y a moins, et cetera, est associée positivement à la performance en mathématiques, sauf chez les parents de faible niveau socio-économique qui n'ont peut-être pas un langage approprié pour, parler de ces choses-là. Donc on voit que ça a un impact, mais un impact très modéré. Alors d'autres études se sont intéressées aux facteurs cognitifs généraux. Il y a eu plusieurs études sur le sujet là aussi et ces études, je dirais, ont mis en évidence surtout un facteur qui s'appelle la mémoire à court terme et en particulier la mémoire de travail, donc notre capacité à retenir des choses dans l'instant. Par exemple, si je dois faire 17 plus 39, ben, je dois retenir que j'ai 10 plus 30, ça fait 40, puis que j'ai 7 plus 9, ça fait 16. Donc, en fait, je dois retenir dans une mémoire immédiate. C'est un peu mon petit calepin intérieur qui est utilisé pour ce genre d'activité. Et là, au niveau de cette mémoire à court terme, on voit des corrélations significatives entre ces capacités de mémoire à court terme et la performance en mathématiques. Ici, par exemple, c'est une méta-analyse sur des enfants de primaire, donc qui recouvre une analyse de beaucoup d'études sur le sujet. On voit aussi que la mémoire à court terme, par exemple dans cette étude visio-spatiale, mesure à 4 ans, prédit les performances en mathématiques en CP et en CE2. Moi, j'ai montré que le développement de la chaîne numérique verbale et son élaboration maternelle sont corrélés avec les capacités en mémoire de travail de l'enfant. On voit aussi qu'une mesure de mémoire de travail en début de CP prédit la performance en calcul 4 mois plus tard, y compris le niveau d'élaboration des stratégies de calcul utilisées par l'enfant. Donc on voit qu'il y a effectivement des corrélations entre les deux et on voit aussi, il y a moins d'études sur le sujet, que les fonctions exécutives, donc les capacités, hem, de gérer son impulsivité, ses capacités de planification et cetera, ces capacités mesurées à 4 ans prédisent les performances en mathématiques et en lecture ultérieurement, ici en CP et en CE2. Il y a moins d'études sur le sujet. Donc on voit une certaine corrélation, mais cette corrélation, est moyennement puissante, en fait. Et puis d'autres auteurs se sont dit: «Mais finalement, on va regarder, les premières compétences numériques, est-ce que ça permet de prédire les capacités mathématiques plus tard?» Donc ils dans cette étude, par exemple, Morgan et Hall ont suivi, plus 7 892 enfants, donc un énorme échantillon. Ils ont mesuré les capacités mathématiques en automne et au printemps de grandes sections maternelles, puis en CP, puis en CE2, puis en CM2. Donc ils ont fait une grande étude longitudinale. Ils ont pris des mesures sociodémographiques telles que l'âge, le sexe, la race. Est-ce que l'enfant est gardé en maternelle? Donc est-ce qu'on se dit: «Il n'est pas prêt pour aller en CP, on le garde là encore un an». Est-ce qu'il a un plan d'éducation individuelle parce que, par exemple, il a des problèmes de langage? Il y a différentes mesures langagières qui sont prises, des mesures de l'attitude par rapport aux apprentissages et puis, à partir de ces mesures, qui ont été faites au niveau des résultats mathématiques en grande section maternelle, vous vous rappelez qu'il y avait 2 moments d'observation en grande section maternelle, en automne et au printemps et ils vont différencier 4 profils. Les enfants des 0-0, donc ils n'ont pas de difficultés ni en automne ni au printemps et c'est la plupart des enfants, hein, 87. Ceux qui ont des difficultés seulement en automne, ceux qui ont des difficultés seulement au printemps et puis ceux qui ont des difficultés dans les tests qui ont été administrés en automne et au printemps. Et ce qu'ils vont voir, c'est que le test de mathématiques en grande section maternelle permet bien de prédire les capacités mathématiques ultérieures et en particulier la progression mathématique, hein, ici en CP, CE2, CM2. Et on va voir que, eh bien, en fait, plus je suis dans une catégorie qui montre des difficultés,
plus ma performance est basse et progresse lentement. Donc par exemple ici, ceux qui ont des difficultés au printemps en automne pardon et au printemps, ben c'est eux qui démarrent le plus bas et qui progressent le plus lentement. Par rapport aux enfants qui ont des difficultés aux 2 temps et en particulier ceux qui ont des difficultés au printemps ici, ceux-là, ils ont juste des difficultés en début d'année et puis ceux qui n'ont aucune difficulté. Donc en 5e année, donc en CM2, les scores en mathématiques des enfants qui avaient des difficultés en automne et au printemps, grande section maternelle, sont plus bas que les enfants qui n'avaient pas de difficultés par plus de 2 écarts types, donc on a une très grosse différence entre les 2. Il voit aussi une certaine influence des variables sociodémographiques, mais c'est beaucoup plus réduit. Par exemple, il voit que les enfants qui sont un peu plus âgés en grande section maternelle ont des meilleurs scores au début, mais ils ont une progression plus réduite, que les garçons ont un meilleur score et une progression un peu meilleure aussi, que les blancs, ont aussi sont un peu dans un développement favorable et la même chose pour le niveau socio-économique plus élevé. Mais ils vont voir que cet impact, il est significatif, hein, mais on a plus de 5 000 enfants, donc on a des très gros échantillons, donc des tout petits effets sont sont significatifs, mais l'impact est beaucoup plus réduit que la mesure, de mathématiques qu'on avait prise en maternelle. Par contre, si les enfants ont été gardés en maternelle, qu'ils ont bénéficié d'un plan d'éducation individuelle, les mesures langagières dans cette étude ne sont pas des variables significatives. Alors, Duncan, lui, a analysé 6 grosses études longitudinales dans lesquelles il y avait plusieurs milliers d'enfants et qui étaient suivis jusqu'à l'adolescence, donc un peu le genre d'études que je viens de montrer. Il va montrer que les compétences précoces en mathématiques, plus que celles en lecture, à l'entrée à l'école, sont des prédicteurs significatifs des résultats ultérieurs en mathématiques. Que les compétences attentionnelles ont un effet significatif mais réduit, et que les comportements socio-émotionnels tels que est-ce que cet enfant présente des problèmes de comportement externalisés ou internalisés, quelles sont ses aptitudes sociales, c'est rarement significatif et que dans cette méta-analyse, donc dans cette analyse globale, bah, là on voit que ces effets ne sont pas modulés par le sexe ou par le niveau socio-économique des enfants. Donc il va dire vraiment ce qui est important, ce sont les compétences mathématiques précoces qui sont le prédicteur le plus puissant de l'apprentissage ultérieur. Donc voilà, il va dire en conclusion, les différences individuelles qu'on voit déjà en mathématiques avant tout apprentissage formel à l'école, eh bien ça tend à persister une fois que l'école commence. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de voir, OK, on nous dit que les compétences, numériques précoces sont le meilleur prédicteur des capacités mathématiques ultérieures. Alors, ce serait quoi comme compétences numériques? Quelles sont celles qui sont les meilleurs prédicteurs? Alors, beh, pour vous rappeler un petit peu, un enfant qui est en grande section de maternelle, quels sont les apprentissages qu'il a déjà dû faire ou quels sont les outils numériques qu'il a déjà dû acquérir? Alors on sait que, quand le bébé vient au monde, il a déjà une boîte à outils qu'on va appeler proto-numérique. Par exemple, il a une capacité à discriminer des petites collections par un système qui s'appelle le système de maintien de la trace des objets. Donc si on lui montre un objet ou 2 objets, eh bien il sait faire la différence entre les 2. Il voit bien que c'est pas la même chose. Il a aussi une capacité à discriminer de manière approximative des grandes collections. Si on lui présente ceci, donc il y a 8 points ou ceci, il y a 16 points, eh bien, il peut faire la différence. Il voit bien que c'est pas la même chose. Mais c'est un système approximatif. Si par exemple je lui montrais 8 points et 12 points, là, il verrait pas la différence. Pour lui, c'est la même chose. Et puis, il va entrer dans des premiers apprentissages. Il va apprendre la chaîne numérique verbale en termes d'acquisition, donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et en termes d'élaboration. Par exemple, compter à partir d'un nombre différent de 1, compter à rebours,
savoir qu'entre 4 et 6, il y a 2 pas de comptage, et cetera. Puis il va apprendre à dénombrer des collections, donc vraiment pouvoir dire 1, 2, 3, 4, 5. Il va apprendre à subitiser. Donc ce subitizing, ça lui permet que, en fait, quand il voit des toutes petites collections, comme par exemple 2, 3 ou 4, eh bien, en fait, il peut directement dire: «Il y en a 4» sans devoir dénombrer 1, 2, 3, 4. Il y a aussi, la compréhension de la valeur cardinale du mot nombre. Au départ, l'enfant peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 objets, mais malgré tout, si on lui dit: «Donne-moi 5 étoiles», par exemple, il se peut qu'il soit incapable de donner 5 étoiles parce qu'il ne comprend pas que le mot 5 réfère au cardinal d'une collection de 5 éléments et que le dénombrement lui permettrait de répondre à la question. Il doit apprendre à conserver le nombre, hein. Si ça s'est arrangé, ça s'est m'arrangé, ben, on a la même chose, mais si cette rangée-ci est écartée, bah, elle paraît plus grande, mais en fait, il y en a pas plus. Identifier les chiffres arabes, pouvoir les lire, commencer à faire du calcul précis. Par exemple, si j'ai 2 petites voitures et qu'on m'en donne encore 2, bah, je vais en avoir 4. Et puis même faire du calcul approximatif non symbolique. Donc par exemple, si on me montre qu'il y a des petits points bleus ici, qui sont cachés par l'écran, puis qu'il y a de nouveau des petits points bleus qui viennent se cacher derrière l'écran, et puis que là, il y a des petits points rouges, ben, je peux sans doute me dire qu'il y a plus de points bleus que de points rouges, même si je ne les ai pas comptés. Alors donc il y a beaucoup de ces mesures qui ont été utilisées pour voir quels sont les meilleurs prédicteurs des capacités arithmétiques. Donc, je vais citer 3 études qui se sont intéressées à ça. Dans l'étude de Chou et collaborateurs, ils ont testé des enfants de 3 ans et demi et puis, ils ont testé chez ces mêmes enfants la capacité à résoudre des petites additions quand ils étaient en CP et le degré de maturité des stratégies d'addition utilisées. Donc alors, il y a beaucoup de tâches qui sont utilisées, je ne vais pas les décrire toutes, mais par exemple, donne-moi 3 étoiles, dénombrer une collection, compter le plus loin possible, reconnaître et dénommer les chiffres, comparer des collections de points sans les compter, hem et puis du calcul non symbolique, donc par exemple, je mets 2 disques, je les cache sous un tapis et puis j'en retire un et je demande à l'enfant de mettre en dessous, sur son plateau, autant de disques que ce qu'il ne me reste en dessous de mon tapis. Et ils vont voir qu'il y a plusieurs corrélations significatives avec le degré de maturité des stratégies d'addition une fois que les enfants sont en CP, mais que les corrélations les plus fortes, les associations les plus fortes sont celles avec les tâches symboliques, donc avec les mots-nombres ou les nombres arabes et en particulier, à 3 ans et quelques mois, la tâche la plus corrélée avec les maths ultérieurement, c'est la tâche «donne-moi». Donne-moi 4, donne-moi 5, qui est une tâche qui permet vraiment de, mesurer est-ce que l'enfant comprend le sens mathématique d'un mot nombre. Avec, ma collègue Lé, eh bien, nous avons fait une étude un peu similaire, mais la première fois qu'on a testé les enfants, ils avaient 4 ans et demi et là aussi, on leur a fait toutes sortes de tâches, compter le plus loin possible, compter à partir de par exemple, compter à partir de 3. Du dénombrement, donne-moi par exemple 6. Comparer 2 nombres verbaux oraux, donc par exemple 6 et 8, lequel est le plus grand? Comparer des collections, faire de l'addition approximative, on avait aussi des tâches cognitives générales et on les retestait 2 ans plus tard, en fin de CP et on mesurait à quelle vitesse ils peuvent résoudre des additions, quel est leur pourcentage de réponse correcte, est-ce qu'ils ont des stratégies matures? Et ce qu'on a vu, c'est que, bah, il y avait plein de corrélations significatives, donc plein de liens, plein de capacités de prédiction, mais que les corrélations les plus fortes, c'était avec la capacité de compter le plus loin possible et de compter à partir d'un nombre différent de 1. Et puis l'étude de Locuniac,
et Jordan, eux se sont intéressés à des enfants de 5 ans et demi et toujours mesurer différentes choses quand ils sont en maternelle et puis mesurer les capacités d'addition et de soustraction quand ils sont en CP. Et là, ces auteurs voient que toutes les corrélations sont significatives et les plus fortes cette fois-ci, c'est au niveau du calcul, calcul non verbal. Donc, je mets des disques, sur un plateau, je les recouvre d'un tapis, j'en rajoute, j'en retire. Des problèmes, en histoire, donc par exemple, Jean avait 3 billes, il va à la récréation, il en gagne 2, il en a combien maintenant? Ou des combinaisons de nombres verbaux oraux, bah, combien ça fait 3 plus 2, par exemple? Donc si on reprend tout ça, on voit que, bah, presque toutes les mesures qu'on prend en maternelle sont prédicteurs des capacités arithmétiques une fois qu'on entre, à la fin du CP, mais qu'elles changent au cours du temps puisqu'en fait, bah, par exemple, le donne-moi qui est très prédicteur à 3 ans et demi, n'est plus un prédicteur intéressant à 5 ans et demi parce qu'à 5 ans et demi, tout le monde tous les enfants ont acquis ce genre de choses. Par contre, le calcul non verbal, par exemple, bah, c'est moins significatif quand on est petit parce que la plupart des enfants ne savent pas réaliser ce genre de choses. Donc ça va être la compréhension des nombres verbaux, l'élaboration du comptage et puis ici vraiment les prémices du calcul qui sont les meilleurs prédicteurs du calcul ultérieurement. Donc il serait important de repérer les enfants à risque et pour moi, il est important de cibler l'intervention sur les enfants à risque plutôt que d'intervenir en classe pour tout le monde, parce que ça permet de combler les différences, de suivre le rythme de ces enfants, de ne pas ennuyer ceux qui sont déjà plus loin dans leur développement, mais aussi parce qu'on sait qu'une intervention en petit groupe est plus efficace qu'une intervention en grand groupe. Alors c'est pas, une des choses que j'ai étudiées le plus, que je vais développer le plus dans cette, présentation. Je vais juste ici mentionner l'étude de Nelson, une étude de cette année, où ils vont, utiliser 2 outils en grande section maternelle. Un outil qui s'appelle l'Aspens, où c'est 3 petites tâches de fluence en 1 minute. Donc par exemple, on présente des nombres arabes entre 1 et 20 et l'enfant doit en lire un maximum correctement en 1 minute. On lui présente des couples de nombres arabes et en 1 minute, l'enfant doit dire pour le plus grand nombre de paires où est le plus grand nombre arabe. Ou bien il y a des listes de 2 nombres arabes avec un trou entre les 2 et l'enfant doit dire quel est le nombre qui vient entre les 2. Donc c'est une mesure très rapide, hein, puisqu'on a juste, en 3 minutes, on a déjà une évaluation. Et puis là, c'est un outil de Jordan, un outil plus élaboré qui prend 20 minutes, où on va étudier le comptage, à la fois la chaîne numérique verbale, donc compter le plus loin possible, mais aussi les capacités de dénombrement, les connaissances des principes du dénombrement, comment est-ce que je fais pour dénombrer, ça sert à quoi? La reconnaissance des nombres arabes, la connaissance autour des nombres, par exemple, qu'est-ce qui vient après 6, lequel est le plus grand entre 3 et 9, et puis des petites additions et soustractions sous forme non verbale, d'histoire verbale ou présentées en chiffres. Et ils vont voir que ces 2 outils, en fait, sont de bons prédicteurs des performances en mathématiques à la fin de l'année et sont acceptables pour repérer les enfants à risque. Ils voient que leur pouvoir pour repérer les enfants à risque est à peu près équivalent, alors qu'il y a un des outils qui prend beaucoup moins de temps. Mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas beaucoup de recul puisqu'ils regardent juste à la fin de l'année. Donc il peut y avoir des petits tests comme ça très rapides. On peut aussi avoir des outils beaucoup plus fins et là, c'est plutôt souvent utilisé par les cliniciens, comme par exemple ici, ben, moi j'ai constitué la batterie qui s'appelle le Tedimat et qui est un outil fin qui commence déjà en moyenne section maternelle et qui permet de voir où en est l'enfant dans ses apprentissages. Ce genre d'outil, ça permet pas seulement de détecter les enfants à risque, mais ça me donne déjà une idée de qu'est-ce qui peut poser problème chez les enfants. Alors comment intervenir?
Mais il y a eu d'abord, puisqu'on sait que les fonctions cognitives générales sont quand même des prédicteurs significatifs des capacités mathématiques ultérieures, mais il y a eu plusieurs études qui se sont dit, mais voilà par exemple la mémoire de travail. On sait que la mémoire de travail, c'est un bon prédicteur des capacités mathématiques, mais aussi des capacités de lecture, etc. Peut-être que si on arrive à aider les enfants à déployer leur capacité de mémoire de travail, ben, ça va avoir un effet sur leur capacité d'apprentissage de manière générale et ça va être génial. Donc, par exemple, ici avec Nastasia Honoré, on a fait un travail de ce type-là chez des enfants de 5 ans. On a réparti aléatoirement les enfants entre un entraînement expérimental, où là, on avait développé toutes sortes de jeux pour stimuler l'administrateur central verbal et visuel, donc vraiment cette capacité de mémoire de travail. La autre moitié des enfants recevaient un entraînement contrôle, on leur racontait des histoires et ils apprenaient des nouveaux mots dans ces histoires. Et pour les deux groupes, ils bénéficiaient de 16 séances de 20 minutes en petits groupes d'enfants répartis sur 8 semaines. Donc on a testé les enfants avant tout entraînement, ils ont reçu 16 séances d'entraînement, on les teste juste après et puis 6 mois après l'intervention. Et on teste la mémoire de travail pour voir est-ce que ça a bien fonctionné, notre intervention. Et puis, on fait des testings numériques pour voir est-ce que ça a eu un impact sur les capacités numériques. Et ce qu'on voit, bah, c'est que pour la mémoire, on a eu certaines améliorations significatives où donc le groupe qui reçoit les séances de mémoire va se développer plus en mémoire de travail que le groupe contrôle. Mais on a eu cette amélioration dans le temps 2, donc juste après la thérapie, seulement sur une tâche de mémoire parmi 7. Et dans le temps 3, donc 6 mois après, on voit un effet significatif qui reste sur une autre tâche parmi les 7. Donc ça veut dire qu'on a un effet très réduit. Et quand on regarde les tâches numériques, eh bien on voit que juste après l'intervention, il n'y a pas de différence entre les groupes, ils se développent de la même manière et 6 mois après, on n'a pas eu plus d'impact non plus. Alors on a refait une deuxième étude en se disant: «Oui, mais peut-être que le problème, c'est, l'outil qu'on a utilisé d'entraînement. Peut-être qu'on n'avait pas bien fait notre travail et que nos jeux n'étaient pas efficaces». Alors là, on a retravaillé avec 46 enfants, toujours de 5 ans et cette fois-ci, on a utilisé le programme CogMet, qui est un programme, très utilisé en France, aux États-Unis et cetera, pour développer les capacités de mémoire de travail. Et pour le groupe expérimental, on a présenté ce programme avec un niveau de difficulté qui augmente selon la capacité de l'enfant. Donc, on lui présente des exercices de plus en plus compliqués au fur et à mesure de l'entraînement. C'est un programme informatisé. Alors que pour le groupe contrôle, il joue au même jeu, mais c'est tout le temps un niveau de difficulté bas. Donc, ça ne lui demande pas grand-chose comme effort mnésique. Donc, on teste les enfants sur le plan de la mémoire et au niveau numérique avant l'intervention. Ils reçoivent leurs 20 séances d'intervention. On les teste juste après et 10 semaines après. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe, par exemple, juste après l'intervention, un- une meilleure performance dans deux tâches de mémoire visuospatiale chez les enfants qui ont reçu l'intervention expérimentale, mais aucune au niveau de la mémoire verbale. Mais dans le temps 3, la différence n'est plus présente. Donc on voit que CogMed a eu un effet sur la mémoire visio-spatiale, et c'est normal parce que leurs jeux sont surtout des jeux visio-spatiaux, mais on voit que l'effet s'estompe puisque 10 semaines après, il n'est plus présent. Et au niveau des tâches numériques, et pourtant on en avait déjà pas mal, eh bien en fait, il n'y a aucune différence de progression entre les deux groupes. Donc on voit qu'agir sur la mémoire de travail, ça a une efficacité très faible. D'abord sur la mémoire de travail elle-même, ça a peu d'effet et ça n'a pas d'impact sur le domaine numérique. C'est ce qu'on voit dans nos 2 études, mais des résultats similaires ont été observés dans 2 autres études. Alors, avec, des gens de mon équipe, nous avons aussi développé un grand programme sur l'entraînement des fonctions exécutives chez les enfants et en particulier
sur l'inhibition, donc la capacité à contrôler son impulsivité. Donc dans cette étude, nous avons travaillé avec 241 enfants, 120 enfants en grande section de maternelle, 121 en CP, et les enfants étaient répartis aléatoirement entre recevoir l'intervention ou ne pas avoir d'intervention. L'intervention, c'était 18 séances de 45 minutes en classe avec des jeux autour de l'inhibition, de la métacognition, mais aussi de la cognition sociale. Et cette intervention était répartie sur 6 mois, donc c'était un programme quand même assez costaud. On mesure des fonctions exécutives et on mesure des capacités mathématiques. Qu'est-ce qu'on voit? On va voir qu'au niveau des fonctions exécutives, je vous ai mis ici tous les tests qu'on avait faits d'attention, d'inhibition, de flexibilité, et en rouge, vous voyez les tests pour lesquels on voit une meilleure progression entre le pré-test et le post-test pour le groupe expérimental par rapport à l'autre groupe. Donc on voit que quand même dans pas mal de tâches, on voit qu'il y a eu une progression, donc que l'intervention est efficace. Et pourtant, en mathématiques, on voit aucun effet. Donc, on a pu booster les fonctions exécutives, mais ça n'a pas eu d'impact sur les compétences mathématiques. Une plus vieille étude de Clément, elle, s'est intéressée aux opérations logiques. Vous vous souvenez, dans la cognition mathématique, beaucoup de gens étaient formés à la théorie de Piaget, et Piaget disait que les capacités numériques, mathématiques, sont construites sur base d'opérations logiques, en particulier, par exemple, de sériation et de classification. Donc il y a eu beaucoup de cliniciens qui ont travaillé de cette manière-là, qui ont, vraiment développé la classification, la sériation avec leurs enfants. Donc ici, Clément va travailler avec 45 enfants de 4 ans, ce sont des enfants tout venants, des enfants, de maternelle donc, et elle va former 3 groupes. Le premier groupe va recevoir un entraînement au niveau des fondations logiques. On va travailler avec eux de la classification et de la sériation. Je la mets sur le plan numérique, donc on va sérier des bâtons du plus petit au plus grand, des cercles du plus petit au plus grand, on va classer les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes, etc. Un autre groupe va travailler les habiletés numériques. On va travailler le comptage, le dénombrement. J'ai 2 collections, je les compte et je compare pour dire quelle est la plus grande. Donc jamais de classification ou de sériation et on est juste dans comptage, dénombrement, vraiment les habiletés numériques. Et puis un groupe contrôle qui lui est en classe, il ne fait pas d'activité, particulière. Il ne donne que 3 séances, de 30 minutes par semaine, pardon, il donne 3 séances de 30 minutes par semaine sur 8 semaines, donc ça fait un total de 24 séances. Alors, ils vont mesurer est-ce que les rééducations, les entraînements ont eu un impact sur les compétences logiques, sur les capacités de classification, de sériation, etc. Donc on voit que le groupe contrôle, entre le pré-test et le post-test, ils n'ont pas bougé. Le groupe qui a reçu un entraînement en opération logique, lui, comme on s'y attendait, il a vraiment bien augmenté ses performances, donc l'intervention a été bien efficace. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux à qui on a demandé de compter, de dénombrer, de comparer des nombres, eh bien, on voit que eux aussi ont vraiment progressé au niveau de leur capacité de sériation et de classification, puisque maintenant, en fait, ils ont progressé autant que ceux du groupe logique. Et maintenant, si on regarde les compétences numériques, eh bien, on voit que le groupe contrôle n'a pas bougé, que le groupe logique a un peu bougé. Donc oui, quand je travaille la sériation, la classification, ça me permet d'augmenter un peu, mes capacités numériques, mais on voit évidemment que le groupe qui a reçu l'entraînement numérique, lui, a vraiment se développé beaucoup plus. Donc on voit que si je veux travailler les compétences numériques, c'est beaucoup plus efficace si je travaille directement les compétences numériques plutôt que les opérations logiques et que, en plus, travailler les compétences numériques va aussi booster mes compétences logiques.
Et puis, il y avait 3 tâches logiques qui n'avaient pas été travaillées dans les programmes. La capacité à égaliser, donc j'ai une collection et comment je vais faire pour qu'une autre collection soit de la même taille? Et la tâche de conservation numérique et au post-test, le groupe numérique est meilleur que le groupe logique dans ces 2 dimensions-là. Donc Clément va dire: «L'activité de dénombrement peut donner la structure et l'outil représentationnel avec lequel construire les opérations logiques, y compris la classification, la sériation et la conservation du nombre». Donc en résumé, agir sur les facteurs cognitifs généraux, la mémoire à court terme, les fonctions exécutives, les opérations logiques, ce n'est pas très efficace pour améliorer les compétences numériques. Il vaut beaucoup mieux agir directement sur les compétences numériques. Alors, agir sur les traitements numériques, donc ici, je vais vous exposer des études qui ont été faites plutôt dans le domaine de la psychologie cognitive. euh, et beaucoup de ces recherches vont travailler des choses de manière très ciblée. Donc, par exemple, ici, ce sont des travaux qui ont été faits par Ziegler, où Ziegler voit que la capacité à créer une ligne numérique, donc par exemple à pouvoir se dire que 4, ben, c'est à peu près ici, plutôt que là, par exemple, sur la ligne numérique, eh bien, c'est un très bon indicateur des capacités mathématiques de l'enfant. Donc, il se dit, mais c'est vraiment important qu'on aide les enfants à développer cette représentation-là. Alors, il va développer le jeu qu'il appelle le Number Board Game. Et il va travailler avec 124 enfants de 4 ans. La moitié de ces enfants vont jouer à ce Number Board Game. Donc, au début, l'enfant a une roulette qui peut aller avec 1 ou 2. Et donc, l'enfant tourne la roulette. S'il est à 2, par exemple, il a commencé ici, il devra dire 1, 2. Il tourne la roulette, il est encore à 2, il devra dire 3, 4. Il tourne la roulette, il est à 1, il dit 5. Donc en fait, il va pouvoir dire le mot qui correspond au chiffre, se rendre compte que plus il se déplace sur la droite, plus il a affaire à des grands nombres, mais aussi il doit développer la stratégie du counting on, donc compter à partir d'un nombre différent de 1, et en même temps compter le nombre de pas de comptage qu'il fait. Si ma roulette est tombée sur 1, je ne fais qu'un pas de comptage. Si elle est sur 2, je fais 2 pas de comptage. Les autres enfants vont jouer au jeu du color board game. Donc là, ils tournent une roulette. Si c'est vert, eh bien, je fais bleu, rouge, vert. Après, j'arrive sur bleu, je fais mauve, bleu. Et j'avance simplement comme ça. Évidemment, celui qui arrive au bout, le premier a gagné. Donc, il va faire 5 séances de 15-20 minutes avec ses enfants et puis mesurer les capacités numériques juste avant, juste après et puis un petit temps après. Il va voir que ben, jouer à ce jeu numérique a un impact significatif. Par exemple, quand on présente des chiffres arabes et que l'enfant doit dire quel est le chiffre, en noir, ce sont les enfants qui ont joué au jeu de couleurs. Ici, ceux qui ont joué au jeu numérique et on voit que la performance est meilleure chez ces enfants-là. Quand on leur demande de comparer 2 chiffres arabes et de voir quel est le plus grand, eh bien, à nouveau, on a une progression qui est meilleure chez ceux qui ont joué au jeu des nombres. Quand on leur demande de compter de 1 à 10, la même chose. Et quand on leur demande de positionner un nombre sur une ligne numérique, à nouveau, on a une meilleure progression chez les enfants qui ont joué au jeu numérique. Dans un deuxième temps, ils vont comparer ce jeu numérique à des jeux numériques équivalents, mais qui sont mis en cercle, et ils vont voir que c'est préférable de travailler avec ce jeu en ligne. Alors, une autre étude s'est intéressée à voir est-ce que c'est vraiment intéressant de travailler sur ces aspects de ligne numérique ou est-ce que c'est plus intéressant de travailler le comptage? Là, c'est l'étude de Friso van den Bos. Elle prend 30 enfants de maternelle qu'elle répartit en 3 groupes. Un groupe qui est entraîné au comptage, compter des objets, compter des claquements de mains, compter à partir d'un nombre différent de 1.
versus un autre groupe où là, il place un nombre arabe sur une ligne numérique, on montre un point sur la ligne numérique et l'idée c'est de voir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est le chiffre 4? Est-ce que c'est le chiffre 5? Et le troisième groupe, bah, lui, il suit son enseignement ordinaire. Donc dans les 2 entraînements, on a 12 séances de 20 minutes qui sont réparties sur 6 semaines. Ce qu'ils vont voir, c'est qu'il y a une meilleure progression pour le groupe de comptage que pour le groupe contrôle, pour les additions, pour la position d'un nombre arabe sur une ligne numérique, pour le comptage. Et par contre, le groupe ligne numérique ne montre pas une meilleure progression que le groupe contrôle. Et puis, il y a certaines tâches où il n'y a pas d'effet. Voilà 2 tâches. Donc globalement, le résultat montre qu'une intervention autour du comptage, c'est plus efficace qu'une intervention autour de la ligne numérique. Il faut savoir que chez Sigler, il avait montré ses interventions sur la ligne numérique qui étaient efficaces, mais elles étaient comparées à un groupe qui ne fait rien du tout, sur le plan numérique en tout cas. Alors, avec, Virginie Crollen, nous avons travaillé un programme d'entraînement chez des petits, des enfants de 5-6 ans, où ce qui nous a intéressé, c'est de voir est-ce qu'il est important de présenter le matériel sous forme linéaire, comme par exemple Sigler avait montré que le jeu numérique, c'était mieux en ligne qu'en cercle. C'est la première question qu'on va se poser et la deuxième question qu'on se pose, c'est: est-ce qu'il suffit que l'enfant voit des choses ou est-ce qu'il est important qu'il utilise le tactile, donc qu'il se mette en action, qu'il touche les objets? Donc on a 4 entraînements qui vont être distingués sur base de ces dimensions et on a aussi un groupe contrôle à qui on lit des histoires et qui vont acquérir du nouveau vocabulaire. Donc quels sont, ces jeux numériques qu'on va utiliser? Donc vous avez un jeu d'abord, visuel, je vais commencer par là, où on montre à l'enfant des situations, soit en ligne, soit aléatoires. Donc par exemple ici, c'est, Donald donne 4 heu, bonbons à Mickey et puis il lui en donne encore 2. Combien est-ce qu'il en a? Et l'enfant doit choisir parmi les cartons avec les différents chiffres, celui qui correspond et le mettre dans l'enveloppe. Et ici aussi, Mickey donne 4 bonbons rouges, Donald donne 4 bonbons à Mickey et puis lui en donne 2 autres en plus. Combien Mickey a-t-il de j'ai dit bonbons, mais c'était des ballons. Donc on est dans une modalité visuelle, l'enfant ne touche pas, les objets. Versus ici, on est dans une modalité manuelle où on a, cette représentation et l'enfant va venir mettre une épingle à linge, donc il va compter: «OK, On donne Donald donne 4 ballons, donc je mets une épingle ici, puis il en donne 2 autres, je mets une épingle là. Alors que dans la situation ici, ça va être: je prends des balles, je mets 4 balles dans mon pot et puis j'en mets 2 dans un autre pot et puis la question c'est combien j'en ai en tout. Donc on fait 3 séances de 20 minutes. La première séance, c'est des petites additions, la deuxième des petites soustractions et la séance 3 c'est un mélange des 2. Et puis on va tester, les capacités arithmétiques pour l'enfant dans des situations où on lui dit: «Voilà, j'ai 2 lapins, j'en ai 3 en plus, j'en ai combien en tout?» ou bien «J'ai, 8 souris, j'en retire 6, j'en ai combien en tout?» Et ce qu'on va voir, à chaque fois en bleu, vous avez avant la rééducation et en jaune après, on va voir que la meilleure progression, c'est ici dans ces 2 groupes-ci, le groupe ML et MR. ML et MR, ce sont ces 2 groupes-ci. Donc en fait, que les choses soient présentées linéairement ou aléatoirement, ça n'a pas d'impact. Ce qui a un impact, c'est que les choses soient présentées dans une condition où les enfants peuvent manipuler, toucher les objets. C'est ça qui est important. Donc que l'enfant soit vraiment acteur de l'apprentissage.
Alors nous nous sommes posé aussi la question de savoir s'il fallait travailler sur les nombres symboliques, comme les nombres mots ou les chiffres arabes, ou travailler sur les nombres non symboliques, donc les collections. Alors pourquoi cette question? Eh bien parce qu'on sait que les compétences mathématiques sont corrélées avec la capacité à comparer la grandeur de deux chiffres arabes ou de deux collections. C'est deux prédicteurs des capacités mathématiques. Mais il y a tout un débat parce que la capacité à comparer 2 collections sans les compter, donc juste en les regardant, très vite on peut voir qu'il y a plus de jaune que de bleu. Bah, cette capacité qui est déjà présente chez le bébé, bah, on voit qu'elle est associée à de si j'ai une bonne performance dans cette tâche, c'est associé à une bonne performance en mathématiques, globalement, mais pas dans toutes les études. Donc ça fait débat dans, la littérature. Et puis on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on aurait vraiment nos apprentissages mathématiques qui se baseraient sur une capacité innée qu'on partage avec les animaux, mais qui est approximative, ou est-ce que notre développement mathématique se baserait plutôt sur une représentation numérique exacte que nous pouvons développer grâce à l'acquisition des mots, nombres et des chiffres. Donc avec Nastasia Honoré, nous avons travaillé avec, 56 enfants de grande section de maternelle qui sont répartis aléatoirement en 3 groupes. Un groupe, on va travailler sur des collections, donc l'aspect des nombres non symboliques. Un groupe qui va travailler sur des nombres symboliques, en particulier ici des nombres arabes, et un groupe qui reçoit, une activité d'écouter des histoires et de répondre aux questions sur les histoires. Donc on a 10 sessions de 30 minutes par groupe de 3 enfants et puis, ils vont être évidemment testés avant, après. Donc illustrons un peu les entraînements. Dans les entraînements, on a une tâche avec les nounours et une tâche avec une ligne numérique. Dans la tâche avec les nounours, si je suis dans l'entraînement non symbolique, je vais avoir le plus petit nounours qui s'affiche et je vais lui donner le sac qui correspond à sa au plus qui a la plus petite numérosité et qui est pour lui. Et puis, ce sera le plus grand nounours qui va être, mis en évidence et là, je devrais lui donner le sac qui contient le plus, de petites billes. La même chose pour, le groupe, qui est dans l'entraînement symbolique et puis pour l'entraînement, sur la ligne numérique, on a une ligne d'abord qui va de 1 à 10 et puis de 1 à 20 et où j'ai un nombre qui s'affiche et je dois déplacer le curseur jusqu'à l'endroit où je pense qu'est, la quantité en question. La même chose ici pour des collections. Donc dans les 2 cas, on a, une progression dans les exercices pour aller des plus simples aux plus complexes et l'enfant reçoit des feedbacks sur les réponses qu'il a données. Donc c'est un entraînement adaptatif qui va aller du plus simple au plus complexe en fonction du niveau de réussite des enfants. Quels sont les résultats? Ben d'abord, on voit que les 2 entraînements sont plus efficaces que celui du groupe contrôle. Donc dès que je travaille du numérique, j'ai un effet. C'est intéressant de le faire. On voit qu'il y a un impact des 2 entraînements sur les mesures de représentation de la quantité. Ici, on a les tâches non symboliques telles que les comparaisons de collections, le positionnement d'une collection sur une ligne. Ici, les tâches symboliques, comparaison de 2 nombres arabes, de 2 nombres verbaux oraux, le positionnement, d'un nombre symbolique sur une ligne et on a une tâche d'addition et vous voyez pour l'entraînement non symbolique, toutes les petites étoiles, ça veut dire qu'il y a un résultat significatif et pour l'entraînement symbolique, chaque fois qu'il y a quelque chose ici, ça montre que ça a eu un impact et vous voyez que le groupe contrôle, ben, s'il n'y a pas eu d'impact. Et donc on voit que même si ces 2 entraînements sont efficaces, on voit qu'il y a quand même un effet plus grand, dans la condition symbolique. Par exemple, pour l'addition, on voit que pour le groupe contrôle, ben, sa performance n'a pas bougé. Pour le groupe non symbolique, on a une certaine progression entre avant et après l'entraînement, mais on voit que le groupe symbolique, lui, a
mieux augmenter ses performances. Et les additions étaient présentées à la fois sous forme symbolique et non symbolique. Par exemple, ici, c'était, voilà, j'ai comme ça 2 de Pâques et si j'en ajoute encore ceux-là, j'en aurai combien? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Et puis d'autres études se sont basées sur, l'intervention, sur les doigts. Parce que maintenant, il y a toute une littérature qui montre que développer une représentation du nombre sur les doigts est important. Par exemple, savoir que cette configuration de main, ça veut dire 3. Et que développer un comptage sur les doigts pour résoudre des calculs, beh, quand on est en maternelle et même jusqu'en CP, bah, c'est une stratégie qui s'avère efficace et les enfants qui l'utilisent, bah, sont meilleurs que ceux qui n'utilisent pas, en maternelle par exemple. Alors il y a eu quelques études qui se sont penchées là-dessus, qui ont essayé de voir est-ce que intervenir sur les doigts favorisait le développement numérique. Donc dans cette étude-ci de Oliver, il y a 36 enfants de 5 ans et demi qui sont issus de 2 classes. Dans la première classe, c'est la classe expérimentale et là, l'enseignant va utiliser un programme qui favorise l'utilisation des doigts, alors que dans l'autre classe, bah, il n'y a pas de programme spécifique qui est mis en place et rien n'est dit sur les buts à atteindre ou les activités à réaliser. Dans la classe expérimentale, là, il y a une intervention de 30 minutes par jour du mois de mars au mois de juin. Alors, quelle est cette intervention digitale? Ben, il commence tous les jours par faire une gymnastique des doigts où on va pincer un doigt puis l'autre, etc. Donc, on délie bien les doigts. Il y a un jeu où un enfant annonce verbalement et avec les doigts un nombre. Par exemple, il va dire 3 et les autres enfants lancent le dé. Si c'est 3, alors il gagne. Et puis, il y a un jeu tactile où l'enfant a les yeux fermés et il va sentir un petit carton qu'on voit ici avec des petites pastilles euh, de feutre qui sont collées dessus et l'enfant touche et doit dire combien il y en a en tout. Et à la fin de l'année, ils vont mesurer les compétences dans une tâche de calcul, à la fois en termes de pourcentage d'utilisation des doigts. Et on voit qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, pour les enfants du groupe contrôle, bah, ils n'utilisent pas leurs doigts en fait. Alors que pour le groupe entraîné, on voit qu'il y a beaucoup plus d'utilisation des doigts pour résoudre les calculs et on voit que ça, c'est associé à une meilleure progression de l'arithmétique aussi. Donc on voit que l'intervention est efficace, mais à nouveau, il n'y a pas eu d'intervention. L'intervention contrôle, c'était bah, je fais comme d'habitude, je ne porte pas mon attention sur les mathématiques ou les nombres. Récemment aussi, il y a eu une autre intervention sur les doigts de Shield, où l'idée de son intervention, c'est d'associer des configurations de doigts avec des collections et avec des nombres. Donc, ils vont répartir des enfants de 5 ans entre cette intervention doigt, une intervention sur la phonologie, donc qui n'a rien à voir, et un autre groupe contrôle. L'intervention va durer 10 minutes chaque jour pendant 10 semaines, donc c'est quand même une intervention qui est costaude. Et ça se pratique comment? L'enfant va tracer un chiffre avec le doigt correspondant. Donc si par exemple, ça c'est mon doigt 1, je trace le 1 avec ce doigt-là. Si ça c'est mon doigt 2, je trace 2 avec ce doigt-là. Si ça c'est mon doigt 3, je trace 3 avec ce doigt-là. Serrer des cartes avec des points, des doigts et des nombres arabes pour les mettre dans l'ordre. J'ai des cartes qui représentent des doigts et des nombres, je dois les mettre ensemble et les retenir. Montrer un nombre sur les doigts et demander à l'enfant combien il faudrait en plus pour arriver à 5 ou à 10. Montrer le double de doigts que celui qui est présenté par l'enseignant. Je montre 3, il faut que je montre 6, des choses comme ça. Donc ils ont une intervention qui est bien ciblée, qui porte dans la durée et malgré tout, ils ne vont voir aucun effet, ni, sur les 3 tâches numériques qu'ils vont utiliser. Donc ça n'aura pas eu d'impact.
Et puis là, tout récemment, Paul Etty, dans l'équipe de Catherine Thévenot, présente une autre, recherche sur l'intervention digitale où là, il travaille avec des grandes, des enfants de grandes sections maternelles, un groupe contrôle qui ne fait rien de spécial et un groupe expérimental qui va avoir 6 séances d'entraînement de 10 minutes en classe réparties sur 2 semaines, dans lesquelles l'enseignante va montrer la stratégie du comptage du tout sur les doigts. Donc si j'ai 4 plus 3, par exemple, je vais compter 1, 2, 3, 4 sur une première main, 1, 2, 3 sur une deuxième main, et puis je recompte le tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour trouver la réponse. Donc l'enseignant montre comment les doigts peuvent être utilisés avec cette stratégie du comptage du tout pour réaliser des petites additions, et puis les enfants pratiquent seuls de leur côté. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ben, ils vont voir qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence d'utilisation des doigts pour résoudre des additions et en fait, ce qu'ils vont, voir, c'est que ceux qui, avant l'intervention, utilisaient déjà leurs doigts pour résoudre des additions, ben ceux-là, en fait, s'ils appartiennent au groupe contrôle, ils n'ont pas du tout bougé. S'ils appartiennent au groupe expérimental, ils utilisent un peu plus leurs doigts, mais pas de manière forte. Là où on a un grand changement, ce sont parmi les enfants qui n'utilisaient pas leurs doigts pour résoudre des additions au pré-test, avant l'intervention, et qui là, quand ils reçoivent l'intervention expérimentale, vont vraiment se mettre à utiliser leurs doigts pour répondre aux additions. Et ceci va être lié à une augmentation du nombre de réponses correctes dans l'addition, puisqu'on va voir que c'est chez eux qu'il y a le plus grand changement, chez ceux qui, au pré-test, n'utilisaient pas leurs doigts et se mettent, à utiliser plus leurs doigts, après l'intervention. Et quand on les teste 6 mois après, eh bien, on voit que parmi ceux qui, après l'intervention, s'étaient mis à utiliser leurs doigts, eh bien 82 continuent à utiliser leurs doigts 6 mois après. Donc on voit qu'apprendre une stratégie de calcul, ici sur les doigts, avec les enfants est très efficace, mais à nouveau, ce résultat n'est pas mis en comparaison, en contraste avec une autre intervention sur l'arithmétique qui n'utiliserait pas les doigts. Et puis, ici, je vais vous présenter, des interventions plus globales où il va s'agir de travailler vraiment sur le sens du nombre et ce sont des travaux qui ont été faits en Allemagne, donc la plupart de ces travaux sont en allemand, mais ils viennent de publier un travail fait en français en anglais, donc auquel j'ai pu accéder. Donc, un auteur, l'auteur en particulier, c'est, Krajewski. Krajewski va développer un modèle où il dit que la connexion entre les quantités et les mots-nombres et les nombres arabes se développe graduellement, est un apprentissage conceptuel clé pour l'acquisition des mathématiques et est au cœur du problème des difficultés en mathématiques, dyslexie, dyscalculie ou difficultés d'apprentissage en mathématiques. Bon, c'est un modèle qu'il dit développer, mais en réalité, c'est déjà dans la littérature à l'époque où il publie ces choses. Donc dans son idée, voilà, on commence à un niveau 1 où je sais discriminer des quantités. Je vois une petite collection, une grande collection, je peux dire où il y en a le plus. Puis l'enfant, bah, il apprend à réciter la suite des mots-nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il n'a pas une compréhension exacte des mots-nombres, en fait. Par la suite, il va développer une représentation des mots-nombres de manière, plus précise, mais ça se fait dans un niveau 2 où là, grâce au dénombrement notamment, il va commencer progressivement à lier les mots-nombres avec les quantités. Donc, il va commencer à pouvoir se dire: «Bah, 3 c'est un peu, mais 2 c'est un peu aussi, 8 c'est beaucoup et 9 c'est beaucoup aussi». Et progressivement, il va développer un lien précis entre quantité et mon nombre. Donc par exemple, bah, 3 c'est exactement 3, 1, 2, 3.
Et puis il va atteindre un niveau 3, un niveau où il va pouvoir décomposer le nombre, 5 c'est aussi 3 et 2, et aussi voir des différences entre nombres et se rendre compte que la différence entre 2 nombres, c'est aussi un nombre. Donc dans, une première étude, ces auteurs avaient développé un test des compétences quantité-nombre en grande section maternelle, dans lequel on dicte un nombre arabe à l'enfant, il écrit le nombre manquant entre 2, il doit lier une quantité et un nombre, il doit donner le nombre qui vient juste avant ou après, un de plus, un de moins qu'un autre, et cetera, et il mesure les performances en mathématiques en 4e année, donc en CM1. Et il voit, si vous vous souvenez, dans ces mesures, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, il va montrer que en 4e année, en CM1, un quart de la variance, un quart des différences entre les enfants au niveau mathématique est expliqué par, les compétences dans ce niveau 2 mesuré en maternelle, et que la moitié de la variance de ce niveau 2 est expliquée par les compétences de niveau 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce test des compétences quantité-nombre, c'est bien un test qui permet de mesurer les performances en mathématiques plus tard. On sait, hein, que toutes ces capacités numériques en maternelle sont des bons prédicteurs des capacités mathématiques ultérieures. Et puis en regard de ça, ils vont développer un programme qu'ils ne détaillent pas, précisément, parce que ça c'est dans leur ouvrage allemand. Un programme qui va être donné au départ pour des enfants de grande section maternelle, 3 fois par semaine, pendant 8 semaines en petits groupes, avec un matériel varié dans lequel, il y a des chiffres arabes, des configurations de doigts, des collections de points, et cetera, et où on fait le lien entre tout ça, mais aussi avec un aspect de sériation, hein. Vous voyez que les cartons vont du plus proche au plus loin, sont connectés avec quelque chose qui est de plus en plus grand, de plus en plus haut. Donc on est vraiment dans l'idée de mettre ensemble les nombres symboliques, nombres arabes, nombres verbaux oraux et les quantités de points, les collections. Et ici, tout récemment, donc, ils ont publié une étude d'intervention où ils utilisent ce paradigme-là, ce type d'intervention-là. Donc là, ils testent, 575 enfants de CP. Ils leur donnent le test des compétences, numériques, de maternelle, donc ce niveau 1, 2, 3, et si les enfants ont une faible performance, ils sont considérés à risque, et il y a 119 enfants qui sont considérés à risque. Ces enfants vont être répartis entre 3 conditions d'entraînement qui vont, être 12 séances de 45 minutes. Un entraînement au programme QNL, donc ce programme-ci, le lien entre quantité et nombre, Quantity Number Linkage, un groupe qui va faire du raisonnement inductif et un groupe qui ne fait rien de spécial. Donc, ils ont le screening en début de première année, pour les enfants en difficulté répartis entre 3 groupes, puis on va les tester juste après l'intervention, 6 mois après et 15 mois après, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision à long terme. Qu'est-ce qu'ils vont observer? Eh bien, voilà, donc on a nos 3 groupes, ceux où c'est le lien entre nombre et quantité, le raisonnement inductif, le groupe contrôle, et là, c'est, quand ils sont en quand, au début, on mesure leur capacité de faire le lien entre nombre et quantité, au départ, les 3 groupes ont des performances équivalentes, mais dès le temps 2 et le temps 3, on voit que le groupe qui reçoit l'entraînement est meilleur que les autres groupes. Et puis quand on regarde, donc là, on était à directement après l'intervention et là, 6 mois après l'intervention, et puis, ils ont aussi un test de mathématiques, et où là aussi, on va voir des différences. Au temps 2, donc juste après l'intervention, il n'y a pas de différence, mais dès le temps 3, donc 3 mois après, et le temps 4, donc 15 mois après,
on voit que ce groupe-ci qui a reçu l'intervention est meilleur que les autres. Donc ça veut dire que travailler ce lien entre quantité et nombre va améliorer ce lien, mais va aussi avoir un effet sur les capacités arithmétiques, mais un peu plus tard. Alors, ce type d'étude a aussi été réalisé par Renner et Hall chez des enfants de grande section maternelle, où ils avaient aussi identifié les enfants à risque. Ils avaient entraîné un groupe dans ce lien quantité-nombre, un autre entraînement de mathématiques ici et là, les classes habituelles, et ils vont voir que cet entraînement va donner de meilleures performances au niveau des compétences où on fait le lien entre quantité et nombre, et aussi en arithmétique un an après. Donc en conclusion de toutes ces études, qu'est-ce qu'on peut raconter? On sait que ce qui prédit les capacités mathématiques ultérieures, c'est l'environnement familial, les facteurs cognitifs généraux, les compétences numériques précises, mais les compétences numériques précoces sont un facteur prédictif beaucoup plus significatif que les 2 autres mesures. Donc c'est vraiment ça qui nous donne le meilleur indicateur des compétences mathématiques ultérieures. Et en particulier, si ce sont des enfants très jeunes, comme 3 ans et demi, ce sont les mesures de la tâche Donne-moi. Un peu plus tard, les compétences en comptage et en grande section maternelle, les compétences en calcul. Alors, il y a différents outils qui permettent de repérer les enfants à risque. Je dirais que, voilà, il n'y a pas d'outils, recommandés en particulier. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'études, ou en tout cas je ne les connais pas, où on va vraiment mettre en compétition beaucoup d'outils. Comment intervenir? Ben, on sait qu'agir sur les fonctions cognitives générales, c'est quelque chose de beau sur le plan de l'idée, mais en réalité, ça n'a pas d'impact sur les capacités, mathématiques, ou un impact mineur, et qu'il vaut beaucoup mieux agir sur les compétences numériques directement, c'est ça qui est le plus efficace. Alors, quand on agit sur les compétences numériques, on a plusieurs expériences qui nous donnent des indications. Si on utilise un jeu de lignes numériques, bah, c'est meilleur qu'il soit mis en ligne plutôt qu'en cercle. Mais en réalité, si on compare un jeu sur des lignes numériques ou un comptage, ben, en grande section de maternelle, les programmes de comptage semblent être plus intéressants. Quand on compare le travail sur des nombres symboliques, comme des chiffres arabes ou des nombres mots, ou les nombres non symboliques, bah, le symbolique, pardon, ici je me suis trompée, le symbolique, bah, je vais le corriger directement parce que sinon ça induit en erreur. Le symbolique, c'est lui qui est le plus efficace, mais évidemment l'important c'est de relier les 2, de faire ce lien entre quantité et symbole, et le lien de manière précise, 7 exactement 4, 7 exactement 5. Le travail sur les doigts, bah, pour l'instant les résultats sont mitigés, et il y a des études qui montrent que c'est très intéressant, d'autres, pas tellement. Donc ça reste un peu en question, et en tout cas, on sent que des programmes plus larges qui portent sur le lien entre nombre et quantité sont des programmes vraiment intéressants. Donc je dirais que ce qui me semble primordial, moi, c'est de travailler sur différents plans, parce qu'il y a plusieurs compétences que les enfants doivent acquérir en maternelle, et qu'il est important, d'aider ces enfants à acquérir ces compétences pour qu'ils soient à niveau quand ils entrent dans le CP. En particulier le comptage, qu'ils aient une suite du comptage qui soit étendue, qu'ils sachent compter par exemple jusque 20, jusque 30 de manière fluide. Travailler l'élaboration de la chaîne numérique verbale, donc compter à partir d'un nombre différent, compter par pas, par exemple compter par pas de 2. Le dénombrement, savoir à quoi ça sert, qu'est-ce qui est un dénombrement correct, pas correct. La compréhension de la valeur cardinale des mots nombres, donc comprendre qu'est-ce que ça veut dire 5, qu'est-ce que ça veut dire 3. Et évidemment, c'est par le biais de faire le lien entre des collections de 3 et le mot 3, ma collection de doigts, ma configuration de 3 et le mot 3.
Et puis travailler sur les relations entre nombres. Par exemple, l'ordinalité, quel est le nombre qui vient avant, qui vient après dans la suite du comptage? La grandeur, 7 et 6, lequel évoque le plus grand? La décomposition des nombres, j'ai 6, mais 6, je peux le décomposer comment? Ben, c'est aussi 4 et 2, c'est aussi 3 et 3, et puis des petites situations d'ajout ou de retrait sur des collections, donc avec du matériel concret. Donc quelque part, c'est d'abord passer par une connaissance par cœur. Je dois connaître la chaîne numérique verbale, c'est vraiment important de savoir que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des procédures, je dois connaître le dénombrement, comment je fais pour dénombrer, comment je pointe bien chaque objet et comment je dis les mots en même temps que chaque objet. Comment, quand j'arrive au bout, le dernier mot représente toute la collection, le cardinal de toute la collection, et puis vers une compréhension conceptuelle, vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot, qu'est-ce que ça veut dire 6, ça réfère à quoi, comment je peux le décomposer, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour vos questions. J'espère ne pas avoir trop débordé. Non, Est-ce que c'était vous aviez super. envie de poser quelques questions? Tout m'a semblé très clair. Moi, c'est une question, mais je pense que ce sera en lien avec les enseignants. C'est-à-dire que on a en France les évaluations nationales. Les évaluations nationales qui nous permettent peut-être de repérer les enfants à risque. Ils se font Euh, quand ces évaluations nationales? alors, elles se font en CP, début CP. Je crois qu'il y en a aussi peut-être, Jennifer, est-ce que tu sais s'il y en a début et il y en a en grande section? Je peux pas te dire. Je suis pas sûre, mais c'est peut-être que ça devrait nous faire repenser peut-être certaines stratégies d'évaluation ou de dépistage bah, dès la grande section en fait. Bah, disons que pour moi, en début de CP, c'est très bien, mais quand on veut mettre en place une rééducation, je pense qu'en CP, c'est compliqué. Moi qui teste des enfants pour mes expériences, je sais bien que si on retire un enfant de la classe qui est en grande section de maternelle, ça va. Mais quand c'est en CP, les profs n'aiment pas qu'on retire les enfants de la classe. Et un enfant qui est en difficulté, qu'on va retirer régulièrement de la classe, c'est pas simple. À quel moment? Quand on apprend la lecture, mais il y a aussi un certain lien. Il y a beaucoup d'enfants, à peu près la moitié des enfants qui sont en difficulté en mathématiques sont aussi en difficulté de lecture et Mhm. inversement. Donc c'est pas pendant la lecture qu'on va les retirer. Est-ce que c'est pendant le cours de sport? Ils n'ont pas tellement d'heures de sport non plus. Est-ce que c'est la récréation? Est-ce que c'est chouette de les priver de récréation? Donc c'est pas simple. C'est pour ça que moi je pense qu'en grande section de maternelle, c'est le bon moment pour le faire parce que c'est plus faisable en fait. Oui. Et finalement, c'est assez simple les tests de dépistage que vous nous proposez. Euh, j'imagine que effectivement sur une. Alors nous, on a des classes qui sont un petit peu chargées, hélas, souvent. C'est des classes souvent entre 25 et 30, parfois en grande section. Donc pour l'enseignant, c'est pas toujours facile de pouvoir mener ce dépistage ou de mener ces petites actions en petits groupes. Et pour vous, quel serait, on va dire, le nombre idéal pour un petit groupe? Généralement, c'est 5, 6 enfants. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que moi je pense que pour prévenir les difficultés, il faut pouvoir mettre des moyens. S'il n'y a pas de moyens, c'est compliqué. Donc mettre des moyens, ça peut être, par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans, qui va circuler dans différentes écoles et qui va venir faire des ateliers qui prend de la classe les enfants en difficulté ou de plusieurs classes de grande section maternelle, les enfants en difficulté. Ça permet à l'instit, il est bien content parce qu'il a une classe un peu plus petite et ça permet à ses enfants d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, qui peut, ça peut être un enseignant, mais spécialisé là-dedans, qui peut, intervenir. Parce que quand on a, 30 enfants de 3 ans ou de 5 ans et demi à gérer, je pense que c'est je pense que c'est un peu utopique de penser qu'on va leur mettre une tâche en plus, Donc l'idéal, ce serait vraiment de former nos enseignants spécialisés à intervenir dans les classes systématiquement en grande section. Là, Mmh. vraiment, ce serait, on va dire, une vraie politique de prévention. Oui, oui, je pense. Après l'instit peut toujours avoir,
j'ai envie de dire, développer plus d'activités numériques avec les enfants. Mais voilà, c'est une stimulation générale. Donc ça, je dirais que c'est une politique à 0 coût. Mais la différence entre les enfants, bah, elle risque, pas nécessairement de s'amenuiser et puis ceux qui sont en difficulté, ils ont besoin d'un accompagnement plus individualisé. On Ouais. voit sur leur tête qu'ils ont pas compris, donc on réexplique lentement, on leur modélise, on voit la difficulté. Il y a des enfants qui vont avoir un dénombrement, ils vont dénombrer plusieurs fois, ils arrivent pas au même cardinal. Alors c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je dois corriger pour l'amener dans un dénombrement correct? Mais si je n'ai pas une vue sur cet enfant, bah, avec 30 enfants, je ne sais pas faire ça. Ouais, c'est sûr. Et à votre avis, quel serait le dosage minimal pour, réussir à faire, vraiment évoluer ces enfants? Bah, moi je vois, déjà, je me dis dans les programmes et cetera, même si on intervient par exemple 2 fois en classe et une petite intervention de 30, 40 minutes. Donc je me dis vraiment s'il y a quelqu'un, voilà, d'extérieur, ça veut dire qu'en une journée, il peut déjà aller dans différentes classes, ça permet avec un enseignement spécialisé de quand même couvrir pas mal de monde s'il fait ça, temps plein, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que malheureusement, on a encore peu d'enseignants qui sont formés, je crois Et vraiment ouais. à ces interventions en petite classe. Merci beaucoup. Jennifer, est-ce que tu as des questions? Non, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai pris plein de notes en plus, moi, mais ouais, mais pas de questions supplémentaires, non. Et je Mais je pense que dirais même pour les que parents, c'est intéressant puisque ça donne aussi des perspectives aux parents. oui, bien sûr, bien sûr. Et ça permet une meilleure adhésion après si jamais on met en place des choses, le fait qu'ils comprennent, bah, tous les enjeux qu'il y a, derrière ça, il y a une meilleure adhésion des parents et on peut pas à cet âge-là jouer sans les parents dans tous les cas, hein. Mmh. Et voir effectivement s'il y a une possibilité aussi, puisqu'on sait qu'on a de moins en moins d'enseignants spécialisés, on a les RASET qui disparaissent en France, peut-être d'imaginer un partenariat avec des orthophonistes, Oui. puisqu'on a de plus en plus d'orthophonistes qui interviennent en prévention. Donc un partenariat école orthophoniste pour vraiment cibler ces compétences. Pourquoi pas le tester peut-être sur des écoles volontaires à l'issue de ce workshop. Et c'est sûr que les orthophonistes, normalement, sont mieux formés, encore que les enseignants à ce niveau-là. Elles sont formées à regarder les difficultés et à pouvoir comprendre aussi éventuellement les processus qui feraient défaut, quoi. Après, il y a un travail d'information, c'est pas toujours encore bien, enfin, le consensus est pas encore là sur l'intervention de l'orthophoniste en école et il y a encore, ouais, une grande En tout cas en France. distinction et ouais, il y a 2 groupes un peu différents, donc du coup, il y aurait aussi un travail, d'information pour convaincre ces orthophonistes que leur place en école est complètement légitime et quasi nécessaire. Il y a un Maintenant, véritable je me travail dis: avec le «Bon». syndicat sur ce sujet. Mmh, Oui, pardon, mmh. excusez-moi. Maintenant, je me dis: «Il y a vraiment aussi un travail mais ça, c'est autre chose, mais si c'était vraiment une politique de prévention, de mesurer les coûts». Pour l'instant, OK, il y a pas de prévention, mais qu'est-ce qui se passe chez nous en Belgique, par exemple? Les parents vont se rendre compte que leur enfant a une difficulté. Ils vont devoir aller mener leur enfant chez une orthophoniste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs fois par semaine. Il y a Ouais. une partie qui est remboursée, mais il y a une partie qui est de leur poche aussi et chaque parent fait ça, celui qui a un enfant en difficulté, donc ça coûte cher pour le parent, pour la société, alors que je ne dis pas que toutes les difficultés seraient prévenues par ce genre de choses, mais on pourrait sans doute s'attendre à ce qu'il y ait moins de difficultés, au moins dans les 2 premières années, par exemple. C'est sûr. Parce que les enfants ont une base dans laquelle ils peuvent, sur laquelle ils peuvent fonder leurs apprentissages. Mais si on a une orthophoniste qui vient en classe et qui fait une intervention pour 5, 6 enfants en même temps, ça coûte quand même beaucoup moins cher à tout le Mmh. monde. Ouais, c'est évident. Oui, oui.